ça s'est lancé. Est-ce que ça va se lancer de l'autre côté? Oui, on est en direct, mon ami. Coucou Steph, Coucou Pierrot. comment ça va? Tu as la forme? Ouais, ça va super bien, ça va super bien. Et puis un grand plaisir ce dimanche de partager un moment ensemble et puis aussi avec ta communauté, ça fait très plaisir. C'est clair. Ah, on va passer un bon moment, on est bien, c'est dimanche, c'est 15h, on est tranquille, c'est le printemps, il y a un événement fabuleux qui arrive, qui est le festival du potentiel humain. Enfin, il y a que des bonnes nouvelles, Il y a que les bonnes nouvelles. tout va bien, quoi. Ça fait vraiment, vraiment plaisir de prendre du temps avec toi, puisque je prends du temps ces derniers temps avec tous les intervenants de ce festival. On fait Eh des oui, lives, on essaie de faire le buzz, comme on dit. Et donc, on a parlé, j'ai eu Steve, mon ami Steve Jancis, il y a pas longtemps, qui est un jeune que tu vas beaucoup aimer rencontrer donc, au festival, le 20-21 mai, et qui est vraiment dans la méditation, le zazen, et qui va nous faire une conférence sur l'illusion du soi, dont on a parlé en live déjà. Et je pense que vous allez faire des beaux échanges tous les deux, ça va être magnifique. Ouais. Ouais, Hmm, belle rencontre. avec plaisir. Alors les amis, vous êtes déjà 18. Comment ça va? Dites-nous bonjour dans le chat. J'espère vraiment que vous avez la forme. Moi, si je peux voir le chat qui est là, chat en direct. Ouais. J'espère vraiment que vous allez bien. On va pouvoir vous mettre les liens de notre magnifique festival du potentiel humain où Steph sera là. Je vous partage déjà l'écran. Hop, c'est là. Et le lien, il est en défilement sous la bannière là. Enfin, sur la bannière. C'est festival-potentiel-humain.org. Et mon cher Steph, qu'est-ce que tu vas y faire à ce festival? Dis-nous tout. Qu'est-ce que nous allons y faire? Bah déjà passer un bon moment, je pense que c'est Ouais. important en ce moment, et puis après avec si toute la période que nous avons traversée, l'initiative des festivals comme tu viens de le créer avec ton équipe, le potentiel humain, je pense qu'on est au cœur de sujet. C'est bien de pouvoir aussi partager des moments où on va se rencontrer dans des cadres formels, dans des cadres informels, et Hmm. surtout passer du temps ensemble. Hein. Comme tu le disais, passer du temps déjà avec une magnifique, un magnifique panel d'intervenants et j'aurai le plaisir de rencontrer, de revoir ceux que je connais déjà et puis de connaître Mhm. aussi tes amis avec qui on va partager de très bons moments comme Steve, ça fera très plaisir de pouvoir le rencontrer en direct. Ouais. Puis aussi voir aussi bah, les uns et les autres. Je Mhm. sais que nos communautés sont très très attentifs pour pouvoir venir vivre cette expérience donc le 20-21 mai. Ouais. Et donc c'est aussi un moment plus informel pour pouvoir rencontrer les uns et les autres. Mhm. Je viens juste de terminer un tour de France de méditation pour la Terre. Wow. Et il y a plein de personnes que je n'avais jamais eu l'occasion de rencontrer vraiment en direct, physiquement, dans la Mhm. communauté, et c'était un plaisir rien que le fait de se prendre dans les bras, C'est ça. C'est de ça. dire waouh! Ça a pas de prix. C'est vrai que dans l'école là que je gère, on a 4 stages d'une semaine, hein, en grosso modo. Heu, les premiers moments où on se retrouve tous et on se prend dans les bras, c'est quand même Ouais. magique, On a quoi. besoin, Ouais. on a besoin de cette chaleur humaine. C'est vrai que on est souvent derrière les écrans. Heureusement d'ailleurs qu'il y a cette technologie. Oui, Heureusement quand même. bon, d'un autre côté, si s'il y avait pas les écrans, on se connaîtrait pas peut-être tous les 2, hein, Et oui, et au clairement. fur et à mesure, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Et puis, bah, ce que nous allons faire, en tout cas, ce que je vais amener pendant ce festival et à ta demande, déjà, il y aura 3 différents temps forts. Il Mmh. y aura un premier temps fort, donc ça sera le samedi en fin de journée où ça sera une méditation pour la terre, justement. Un temps de reliance, un temps de connexion, pas simplement en tant que nous, êtres humains, mais aussi en tant que conscience de tous les règnes aussi, qui font partie de cette coopération, sans sens, hein, comme tu le sais, une de mes passions, c'est la respiration. Et Oui. je dis toujours aux personnes qui suivent mes formations que déjà, il faut savoir que nos poumons, ce sont pas ces organes qui sont à l'intérieur de nous. Ce sont les arbres, les vrais poumons. Nous, on prend l'oxygène et on va rejeter du dioxyde de carbone, et eux, ils font l'inverse. Donc, c'est vraiment cette notion de coopération qui est très intéressante. Et dans Mmh. le potentiel humain, en ce qui me concerne, c'est voir aussi que l'humain ne s'arrête pas à l'humain. Mmh. Et que sans les autres règnes, l'humain ne voudrait rien dire en tant que tel.
Donc c'est vrai que ce potentiel humain, c'est pour moi avant tout une expérience de prendre conscience que les 5 éléments dont il est constitué, que ce soit l'espace, hein, donc l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre, ces 5 éléments, eh ben, constituent le macrocosme aussi bien que ce microcosme. Mmh. Il n'aurait pas de possibilité de vie et d'existence si il n'y avait pas cette coopération permanente entre ce grand tout et la conscience du grand tout, à travers aussi, bien sûr, la conscience de la conscience planétaire. C'est une conscience. C'est Mmh. pas de la Terre qu'on foule comme ça, et qu'on y pense de temps en temps, ou qu'on aborde avec un principe écologie parce qu'il faut y faire attention. C'est du bon sens d'y faire attention. C'est du bon sens. Si on n'y fait pas attention, c'est comme si on fait pas attention à ce corps physique en tant que tel. Donc ça, c'est un des premiers aspects. Un deuxième aspect, ça va être les chants, et puis bon, de la tradition védique et de yoga dans lesquels je suis bercé, ça sera des chants, des mantras, qu'on appelle des bhajans. Donc, bhajan, qui est très 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 beau comme terme, ça veut dire partage, partage Mmh. du cœur à cœur, d'âme à âme. Donc c'est un temps fort aussi, ça sera le samedi en fin de soirée, vraiment. Et puis on va danser, on va célébrer, hein, donc ça c'est vraiment un moment fort. Et puis en ce qui me concerne, la troisième intervention, ça sera une conférence atelier surtout sur les 5 souffles vitaux. Mmh. Au-delà de l'énergie vitale qu'on appelle le prana, hein, comme je dis toujours, au-delà de l'électricité qu'on appelle électricité, il va y avoir différentes fonctions, même si c'est la même électricité. Si ça Mmh. passe dans un radiateur, ça sera la chaleur. Si ça passe dans la lumière, dans la lampe, ça sera la lumière. Ça sera effectivement, ça peut être le froid aussi à travers le frigidaire. Donc de la même façon, l'énergie vitale, lorsqu'on la fait rentrer à l'intérieur de nous, lorsqu'on l'absorbe de l'extérieur vers l'intérieur, eh ben, elle va se diviser en 5 grandes fonctions. Et cette énergie vitale, elle a, je dirais, une magnifique connaissance à nous apporter. Et je sais qu'on avait eu l'occasion de faire justement une vidéo sur ta chaîne sur les 5 souffles vitaux. Et j'en Mmh. ai fait un programme qui s'appelle les 5 souffles vitaux, un programme en ligne. Et il marche très très bien parce que effectivement, que ce soit même des enseignants ou des personnes qui sont sur le chemin ou d'accompagnants aussi, ou même des étudiants de yoga ou d'autres personnes, ça leur plaît parce que ça leur donne une compréhension que, en fin de compte, le prana, tu vas travailler sur les différents aspects de ton existence, du Mmh. plus dense, du plus grossier au plus subtil. Donc voilà les 3 grands rendez-vous, et je me ferai un Magnifique. plaisir de rencontrer les uns et les autres. Oh là là, on va se régaler, hein. Entre, des choses qui sont très dans la créativité, dans l'artistique, à travers le chant et cetera et puis d'autres choses qui sont dans la réflexion. Vraiment, on se creuser les méninges, hein. C'est vraiment rentrer dans heu, c'est l'une des premières questions que j'ai envie de te poser et que je vais afficher après, mais c'est vraiment penser à tout ça, hein, réfléchir tous ensemble, Ouais, sans hiérarchie, sans une personne qui aurait la vérité, mais vraiment, cheminer ensemble pour voir que où est-ce que ça nous pousse toutes ces réflexions-là. Et puis après la pratique, vraiment dans le corps et l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Comment ça s'incarne? Comment on fait passer du savoir simplement théorique à vraiment la vraie connaissance par l'expérimentation? Et donc ces 3 temps-là, ils sont magiques, hein, ils vont nous guider, et super. j'aime bien ce que tu partages, et je pense que, voilà, si on s'intéresse un peu à l'astrologie, c'est de plus en plus évident que maintenant, après l'ère du Taureau, l'ère du Bélier, l'ère du Poisson qu'on vient juste de terminer, on rentre dans l'ère du Verseau. Et tu as Mmh. dit quelque chose de très intéressant: sans hiérarchie, de toute façon, ça n'a plus de sens, un système Mmh. hiérarchique. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup plus cette préférence de chacun on chemine tous sur ce plan terrestre. Et c'est pas parce que tu es sur un escalier de 20 000 marches, c'est pas parce que tu es sur 2 marches avant que voilà. Mais par contre, le fait de pouvoir se poser, de pouvoir explorer ensemble. Mmh. Et le terme d'exploration me plaît bien parce que dans le terme exploration, on met tout le monde au même niveau, dans le Ouais. sens que ça soit l'enseignant, l'enseigné, l'enseigné, l'enseignant, l'enseignement. Cette triade qui fait qu'il n'y a pas de, il n'y a pas d'enseignant enseigné, il n'y a pas d'enseignement reçu s'il n'y a pas cette triade. Donc la notion d'explorer me parle bien, et c'est ce que, avec ton équipe, bah, vous avez pris le temps de proposer pour cette initiative. Mmh. Et ça, c'est chouette. Et oui, tu as tout à fait raison, hein. C'est vraiment cette sensation de progression, d'avancer,
chacun sur son chemin, sans comparaison finalement, ouais, encore une fois, sans hiérarchie, puisque, comme tu l'as très bien dit, il y a une intrication avec ce grand tout. Alors, c'est le problème des mots, hein. À partir du moment où on nomme, on crée une sorte de dualité. C'est-à-dire, à partir du moment où on dit le tout, j'ai l'impression que je m'exclus, puisque je le nomme. C'est compliqué, cette histoire. Donc, non, on est intriqués, tous ensemble, que les traditions ou la science nous le prouvent, peu importe, les deux disent la même chose, aussi bien en Orient qu'en Occident. Et retrouver sa place au milieu de cette intrication-là, c'est libérateur, d'un côté. Et puis après, déjà, c'est un retour vers l'amour propre. Mmh. Et puis après, c'est vraiment un éveil de compassion, quoi, puisqu'on considère vraiment l'autre, qui est pris dans la même toile d'araignée que nous, quoi, dans le même monde. Je vois des gens qui disent bonjour, salut Olivier, coucou Laurie, Bonjour coucou Claudie. Olivier, bonjour Laurie, Colette aussi, bonjour. Oui, c'est intéressant parce que effectivement, une de mes passions, c'est l'exploration de la voie dans la tradition védique, de l'Advaita Vedanta. Vedanta, il y a deux racines, il y a Veda qui veut dire connaissance, et Anta, c'est la fin. C'est la fin dans le sens, pas la fin, c'est fini, hop, bye bye. Non, beaucoup plus la fin dans la notion d'accomplissement. Comment Mhm. j'intègre? Comment j'intègre la connaissance? Comment je la vis? Comment je la sublime? Comment je l'expérimente? Et Vedanta, c'est vraiment cet aspect. Comment je peux intégrer la connaissance? Donc Vedanta, bon, généralement, ce sont des textes qu'on appelle les Upanishads, qui arrivent à la fin de grands textes qu'on appelle des Védas. Enfin, il y en a 4. Et puis, à la fin, il y a des textes qu'on appelle les Upanishads. Et là, c'est un émerveillement parce que ça sublime la conscience, c'est-à-dire quelle est ma relation avec l'univers, quelle est ma relation avec moi-même, quelle est ma compréhension de mes principes de vie avec les autres règnes. Donc ça, c'est vraiment la Vedanta et Advaita Vedanta. Veita veut dire dualité et Mhm. Advaita, c'est le A privatif pour dire la non-dualité. Mhm. Et des fois, ce principe, tu vois, Pierre, ce principe de non-dualité, des fois, il est peu compris en tant que tel. Parce que, en fin de compte, vivant sur un plan terrestre, tu es dans un monde de polarité. Jour, nuit, bien, mal, ok, confortable, pas confortable, peu importe les principes. Mais c'est toute la symbolique du yin et du yang d'ailleurs, c'est s'apercevoir que lorsque ces polarités se rassemblent, à ce moment, ils ne font plus qu'un. Donc c'est pour ça que dans la tradition védique, on disait, le deux n'existe pas. Parce que si tu dis il n'y a que un, tu peux imaginer quand même, il y a 2, 3, 4, 5, 6. Mais si tu dis le 2 n'existe pas, tout de suite, tu coupes court à la chaîne de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, Ouais, et j'ai même l'impression que dans la tradition bouddhiste, on parle surtout en négation, ouais, plutôt en proposition, et oui, parce que rien que le fait de nommer, de dire le 2 n'existe pas, quand je dis le 2, je l'ai fait exister. exactement. Et donc il faudrait dire il n'y a que le un, comme tu l'as très bien dit, il n'y a que le un. Stop. Et surtout ne pas parler du 2, parce que voilà, on fait exister la chose, c'est assez terrible. Et on en revient toujours eh bien, à ces enseignements très riches qui m'ont tout de suite, moi, impacté. C'est-à-dire, c'est l'une des questions que je voulais me poser justement. Ouais, 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 vas-y. C'était celle-ci, c'était la deuxième, mais on va la faire passer en première. C'est pourquoi répondre à des problèmes de l'esprit par une pratique physique. Hmm. Et on en revient donc à cette dualité. C'est-à-dire que, heu, on va nous proposer une méditation, on va nous proposer des techniques de respiration, on va nous proposer de nous mettre en pratique, de faire bouger notre corps d'une certaine manière, un mouvement. Et si on y réfléchit un peu, on dit: «Ouais, mais ça va pas guérir mon anxiété, ça va pas guérir ma dépression, ça va pas guérir, mon petit vélo qui tourne sans cesse dans ma tête si je passe par le corps». Quel C'est est ça. l'intérêt? Parce qu'on a un héritage gréco-romain, ou plutôt grec, on va dire, de la dualité, hein. Depuis Platon, c'est corps-esprit, corps et esprit séparés au lieu d'un seul corps-esprit. Hem et donc oui, jamais dans la tradition bouddhiste, on a mis la théorie d'un côté et la pratique de l'autre. Non. Jamais on a séparé les 2. C'est pas devenu les philosophes des gens de l'esprit, donc ils n'ont plus de corps, tu sais, c'est des petits fantômes qui se baladent. Et par contre, les gens qui vont faire un travail manuel, bah, ils ont pas le droit de philosopher, ils ont pas le droit d'exprimer cette clarté de l'esprit. Hmm. Donc pourquoi, selon toi, Hmm. répondre à des problèmes de l'esprit par la mise en pratique du corps, Hmm. notamment dans la méditation, dans les respirations, et cetera?
Bah, disons qu'on peut rester d'un côté très bipolaire, hein, c'est-à-dire il y a le corps, il y a l'esprit, il y a une séparation. Et puis, si tu vas dans l'essence même du terme yoga, yoga vient de yug, qui veut dire l'union entre le corps, l'âme et l'esprit. Mais dans quel sens? L'union entre la conscience humaine, qui elle est expérimentée dans ce corps physique, cette conscience humaine à travers cette spécificité, cette spécialité que sont les différents niveaux d'existence. Donc il y a le mental, il y a l'intellect, la mémoire, l'ego, et puis la conscience spirituelle et la conscience divine. Donc ça, c'était D'accord. vraiment yoga. Yoga, c'est l'union entre le corps, l'âme et l'esprit. Donc cette conscience humaine, cette conscience spirituelle, cette conscience divine, ça c'est cette union. Alors pour répondre plus particulièrement à ta question, c'est très important parce que justement, lorsqu'on parle de l'esprit, et peut-être que à ce niveau-là, on peut peut-être aller peut-être plus dans cette notion du mental. Il y a Mmh. trois tendances du mental. Tu vois, le mental, une de ces tendances, lorsqu'il n'est pas canalisé, il peut vite partir dans des tendances par lui-même. C'est-à-dire, c'est comme tu as 5 chevaux, hein, ça c'est souvent un symbole qu'on prend dans la tradition du yoga. Tu as 5 chevaux et puis tu as les rênes. Et quelle est ta capacité à bien tenir les rênes? Parce que ces chevaux, ils peuvent t'amener là où ils veulent, bien sûr. Tout ça, c'est imagé, c'est symbolique, hein. Les chevaux représentent les 5 sens. Donc, si tu veux, les 5 sens ont cette tendance à se tourner vers l'extérieur facilement et à nous embarquer dans l'extérieur. Donc, trois tendances naturelles du mental, c'est vaciller entre le passé et le futur. Mmh. C'est-à-dire que si il n'est pas dans le moment présent, qu'est-ce qui va se passer? Il peut divaguer, il peut partir dans le passé. Alors, des fois, ça va être des moments joyeux qu'il va aller chercher, on va aller toucher la nostalgie, d'accord? Mais d'un certain côté, la nostalgie, on sent que si tu vas chercher une joie dans le passé, c'est que en ce moment, tu n'es pas joyeux. C'est rare les gens qui sont joyeux qui vont aller chercher une joie dans le passé. Tu vois ce que je veux dire? Et même, dans le Voilà. présent, quand on se rappelle d'un moment, passé qui est joyeux, comme tu dis, par nostalgie, souvent la nostalgie, c'est vraiment une mélancolie. C'est vraiment: «Ah c'était mieux», le sentiment du: «Ah c'était mieux avant». Donc, Voilà. c'est clair que c'est révélateur de quelque chose qui, ici et maintenant, ne va pas. Exactement. Et puis, donc, tu peux aussi avoir dans le passé, tu peux avoir les regrets, les remords, la colère, tu vois, tout ça, c'est par rapport à des émotions liées au passé. Par rapport au futur, ça peut être justement l'anxiété par rapport au futur, ça peut être l'espoir aussi, l'espérance que le moment plus tard, le moment dans 10 ans, dans un an, dans un mois sera mieux que maintenant. Donc il y a quand même une espèce de vouloir s'échapper. Donc le mental, s'il n'est pas canalisé dans le moment présent, qu'est-ce qu'il fait? Il vacille entre le passé et le futur, passé, futur. Et à chaque fois qu'il va dans le passé ou dans le futur, il va être associé à des rythmes différents du schéma respiratoire. Et ça, Mmh. c'est intéressant. Je le mets en suspens parce qu'on va le reprendre. Donc ça, c'est une première tendance. Il vacille entre le passé et le futur. Deuxième tendance du mental, c'est cette faculté d'être d'accord, pas d'accord, mais sans aller explorer, prendre le temps d'aller explorer. Tu sais, le terme qu'on vient de partager ensemble, c'est-à-dire, OK, quelqu'un me dit quelque chose, je suis pas d'accord. Et peut-être même pas 3 heures après, si je prends le temps d'aller voir à l'intérieur ce que ça me fait, d'aller peut-être plus en profondeur, je vais peut-être me dire, bah tiens, c'est intéressant quand même ce qu'il m'a partagé. Mais Est-ce peut-être que le monde l'inverse, émotionnel, ouais, pardon, il me semble que l'inverse aussi est vrai, hein, c'est-à-dire être tout de suite d'accord, aller dans le sens. c'est ça. J'aime beaucoup, encore une fois, on en a parlé hier, mais il y a un lama que j'aime énormément, c'est le lama Punso, qui te partage beaucoup sur internet, entre autres, et qui dit, c'est le: «J'aime, j'aime pas, je vois pas. Je m'en fous, en gros. C'est J'aime, ça. j'aime pas». Et quand on me demande pourquoi? Parce que j'aime pas. Et Voilà. j'aime, parce que. Et voilà. Et c'est aussi brut que ça. C'est-à-dire, il y a, comme tu dis, il y a pas à c'est pas creusé derrière, quoi. Mais si Et on ouais, prend le temps de creuser, peu importe dans la direction où ça nous est envoyé, cette habituation-là du mental, eh ben, peut-être qu'en en fait, on trouve, quelque chose de différent et d'inverse par rapport à notre premier ressenti. exactement. C'est-à-dire, dans un premier temps, est-ce que c'est mon mental qui fait comme un mouvement de réaction par Mmh. rapport à ce, faut pas se leurrer, par rapport à quelque chose que je connais déjà, quand j'aime pas, etc. Mais peut-être ce que je n'aimais pas ou ce que j'aimais, peut-être que c'est à revoir. Peut-être que là, ici, maintenant, avec peut-être 5 ans d'écart, 10 ans d'écart par rapport aux expériences passées, j'ai évolué, j'ai grandi, j'ai perçu les choses différemment. Donc, quelle est ma capacité à ne pas me laisser embarquer par ce mécanisme du mental, d'accord, pas d'accord, j'aime, j'aime pas, confortable, pas confortable, sans laisser un espace d'exploration. Donc ça, c'est une des tendances.
une deuxième tendance. Et une des troisièmes tendances, on pourrait en avoir d'autres, mais déjà, ces trois sont déjà pas mal. Si on les explore correctement, il y a du taf à faire. La troisième, c'est généralement notre mémoire s'agrippe au négatif. Tu vois, tu vas passer Mmh. une belle soirée avec quelqu'un, tu lui as fait 10 compliments dans toute la journée, et une petite remarque désobligeante à la dernière minute, parce que ça t'est venu, parce que tu es fatigué. Et puis la personne va rencontrer sa meilleure amie en disant: alors, comment c'était la soirée avec Pierre? Bah, c'était sympa, non? On a passé une belle journée, mais tu sais ce qu'il m'a dit? C'est-à-dire À que toute les fin. compliments, on va complètement les mettre de côté. Ouais. Et la dernière chose, c'est-à-dire qu'on est capable, le mental, il est capable, à un certain niveau, de 10, 15, 20% d'en faire du 120%. Mmh. Il faut se focaliser. Donc, je reviens à ta question qui est très intéressante. Pourquoi répondre à des problèmes de l'esprit par une pratique physique? C'est parce que si le mental, lui, sans qu'il soit bien, tenu par l'intellect, par la conscience, avec les rênes, ce qui va se passer, bah, il va vaciller constamment. On va s'éparpiller dans des espaces du passé, du futur ou dans nos problèmes, etc. Maintenant, il y a deux niveaux d'existence qui, eux, te ramènent obligatoirement dans le moment présent. Le corps physique ne peut pas être dans le passé, dans le futur. Mmh. En tout cas, pour l'instant. Peut-être qu'avec les voyages dans le temps ou les multivers, peut-être qu'on verra. Mais en tout cas, dans notre expérience là d'ici maintenant, ce corps physique, il te ramène dans le corps, dans le moment présent. Et Mmh. le deuxième, c'est le souffle. Le souffle ne peut pas être dans le passé, dans le futur. Il te ramène dans le moment présent. Donc le fait de focaliser sur une pratique physique, respiratoire, corporelle, ou comme on peut voir dans les Yoga Sutras, on parle de pratyahara, le retrait des sens, dharana, la concentration, se focaliser sur un principe, tu vois, ou dhyana, la méditation, pranayama, la science de la respiration. Donc tous ces aspects, il y a 8 membres très intéressants dans les Yoga Sutras qu'on appelle le Raja Yoga. Hein. Ceux qui un jour ont envie d'explorer, j'ai mon ouvrage qui s'appelle Les 4 sagesses du yoga où j'explique tout ça, plus dans les détails. Mais donc, c'est pour ça que les sages, ils savaient naturellement que si tu travailles sur le corps physique, ou tu ramènes ton attention sur le corps physique, ou tu ramènes ton attention sur le souffle, là, dans le ici maintenant, déjà, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire ce qu'on appelle dans un des souffles vitaux, samana. Tu vas rassembler. Tout ce qui est éparpillé, tout ce qui est du domaine de, tu vois, de la division dans ton mental, de la projection. Parce que la projection, c'est quoi? C'est ni plus ni moins une attente. Si tu prends une attente, le processus de l'attente, c'est assez intéressant. Hein. C'est une projection de ce que l'avenir pourrait être. Si jamais elle est telle que tu l'as souhaité, bah, tant mieux. Tu fais hurrah et tu en as une autre attente qui vient tout de suite après. Ou si jamais elle n'est pas telle que tu l'avais attendue, eh ben, il va y avoir une déception. Donc c'est intéressant de voir qu'à un certain niveau, les attentes réduisent la joie, plutôt que de laisser la surprise, tu vois. Comme tu m'as appelé, tu m'as invité pour le festival, c'était une surprise pour moi, c'était super. J'en avais un peu entendu parler, mais quand tu m'as appelé, c'était une surprise, je ne savais pas, il n'y avait pas de programmation. Et là, ça éveille un sentiment de joie, de félicité, de plénitude. À l'inverse, imagine que la personne attend un appel de quelqu'un, attend une proposition de quelqu'un, tu vois, et que ça se réalise pas, il y a une frustration. Donc, dans notre histoire intime, de couple, d'amis, d'amitié, de professionnel, on s'aperçoit qu'en fin de compte, le mental, lui, il nous draine beaucoup vers l'extérieur. Donc, à travers les 5 sens, que ce soit la vue, que ce soit l'ouïe, que ce soit l'odorat, le goût, le toucher, on est attiré vers les 5 sens. Donc c'est pour ça que dans la tradition védique, on parle d'une réalisation d'un état qui n'est pas assujetti au sens, au-delà du sommeil, c'est Turiya, le quatrième étape, c'est l'état d'éveil, c'est-à-dire que lorsque je suis pleinement conscient de chaque instant, dans ce que je vis, dans tout ce que je savoure. Donc c'est pour ça que ta question, elle est importante, importante, fondamentale, parce que dans un premier temps, tant que la personne n'a pas atteint un certain cheminement, ce qui va se passer, c'est que son mental va donner la cadence, va Mmh. diriger sa vie. Donc, tu es sûr qu'avec le corps physique et le souffle, tu vas ramener le mental dans le moment présent, juste ici, maintenant.
J'ai trop de choses, il y a trop de choses sur lesquelles il faut que je rebondisse. Merci énormément pour ce partage, rempli de sagesse. J'aime beaucoup parce que, tu apportes toujours des notions et des explications, avec des mots différents des miens, mais qui se rejoignent parfaitement et c'est pour ça qu'on s'apprécie tous les 2 autant. Clair. Avec mon espèce de cerveau cartésien occidental, c'est vrai que j'ai toujours tendance à ramener les choses à la physiologie, à la science, et cetera. Ce qui est beau, c'est que des chercheurs comme Francisco Varela, ont rencontré, des dizaines de fois le Dalai Lama, ainsi que Michel Bitbol, Nathalie Deprat, des grands chercheurs en neurosciences et en sciences cognitives et ils avaient un peu les mêmes dialogues qu'on avait tous les 2, c'est-à-dire on dit les mêmes choses, mais avec des termes différents, issus de traditions sans doute différentes. Tu as parfaitement décrit les voies dopaminergiques et les voies, sérotonine, ocytocine d'un autre côté. C'est-à-dire l'espace on s'est rendu compte, par des cartographies, par les IRM et les cartographies 3D que le cerveau humain cartographie l'ensemble de l'environnement qui l'entoure, selon 2 grands espaces. L'espace péripersonnel, c'est-à-dire tout ce que je peux attraper avec mes mains, qui est tout de suite attrapable, que je peux attraper avec mon empan, donc la différence entre mon grand pouce et mon petit doigt, ce que je peux saisir, Mmh. et les sensations afférentes qui reviennent du corps. Mmh. C'est-à-dire, voilà, encore une fois, comment je me sens à l'intérieur, l'interoception, comme on dit. Donc cet espace péripersonnel, tout ça, quand je suis dans le ici et maintenant, c'est médié par la sérotonine, l'ocytocine, la vasopressine, les endocannabinoïdes, les hormones et les neurotransmetteurs du cocon, quoi. Je suis bien Mmh. ici maintenant. Et à partir du moment où je regarde quelque chose de loin, que je peux pas tout de suite atteindre, les Anglais disent le there and then, Mmh. c'est-à-dire là-bas et là-bas aussi dans le temps, puisque si c'est loin, et ça me prend du temps pour y aller, donc C'est c'est vrai, dans le futur. c'est vrai. Comparativement au here and now, donc c'est vraiment, voilà, c'est là-bas, ou que j'entends un son qui est loin, ou que je projette mon esprit dans ce que je vais manger ce soir, au moment du dîner. Ça, c'est la m en fait, ce sont les mêmes voies. C'est-à-dire ce que quand on regarde quelque chose de lointain et qu'on pense à quelque chose dans le futur, c'est les voies dopaminergiques qui nous poussent au mouvement vers un objectif. C'est-à-dire, Mmh. quelque chose qui est loin, ce que je vais me préparer ce soir et cetera. Force est de constater que, la nature nous a dotés des 2, c'est bien, les 2 ont des forces, les 2 sont bons, mais on est constamment, à cause de ça, constamment dans la diversion et dans, le loin, quelque chose qui n'est pas ici et maintenant. Mmh. Et donc c'est ça qui, me semble-t-il, doit être contrebalancé puisqu'il y a une telle différence, il y a un éléphant sur la balance, hein, une énorme différence et il faut ramener à ici et maintenant, heu, loin des, enfin, pour contrebalancer encore une fois cette société de la diversion, hein, que l'on a créée, et revenir au corps par le souffle, c'est magique et là, j'avais vraiment envie de rebondir sur ça, sur l'impermanence. Mmh. Puisque, le bouddhisme nous dit: «Vous prenez pour permanent ce qui est impermanent, vous prenez pour, synthèse ce qui est un composé», c'est-à-dire que, voilà, comme je faisais avec Steve, ça c'est une bouteille, j'ai l'impression que c'est une. La première sensation que j'ai, c'est que c'est un, alors que je sais très bien que c'est des atomes. Je sais très bien Oui, que c'est oui. en train de se décomposer, que c'est en train de bouger, que dans 5000 ans, elle sera redevenue poussière. Pourtant, mes sens me disent que c'est un, c'est une synthèse, Mmh. et que c'est différent de moi. Alors que je sais très bien qu'on est tous reliés, on est tous le même sable et les mêmes atomes de l'univers. Il y a rien qui se crée, rien ne se perd, tout se transforme. J'ai les atomes de Michael Jackson, toi tu as les atomes d'Albert Einstein, on le sait très bien. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc on Ouais. prend pour, synthèse ce qui est composé, on prend pour permanent ce qui est impermanent. Donc moi j'ai l'impression que je ne bouge pas, je change pas, alors que je suis en train de changer sans arrêt, Tout le temps. tout le temps. Et ainsi que mon mental. Mmh. Mon mental, rien que le fait de revenir sur la respiration, essayer de me focaliser sur un socle comme la respiration, je vois très bien que je pense tout de suite à autre chose. Je vois très bien que ça papillonne, dans l'attention et le bouddhisme nous dit: «C'est un progrès». Même si vous avez l'impression que c'est plus le bordel dans votre cerveau tout d'un coup, c'est un progrès parce que C'est vous vous clair. rendez compte de l'impermanence. Donc en fait, revenir au corps, ça nous permet aussi de voir cette impermanence. C'est ça qui est fou. Oui, ouais, ouais, ouais. Bah, quand tu parles du bouddhisme, ce qui est, pour moi, les enseignements phares du Bouddha, c'est ces 4 nobles vérités. Ah! Alors attends, regarde, j'ai un petit bandeau exprès. En vrai, parfois c'est selon la littérature, je sais pas pourquoi, parfois c'est les 4 vérités des nobles, parfois les 4 nobles vérités. Donc la traduction doit être pas facile à faire.
Oui, oui, c'est vrai, selon la tradition. Les quatre nobles vérités sont très intéressantes. Et puis, ça part d'un principe assez simple. Tu vois, quand tu reprends l'expérience du Bouddha, de Gautama Siddhartha, c'était un prince, donc il vivait dans l'aspect mondain. Forcément, les sens, ils étaient satisfaits à différents niveaux. Et puis, son père, sa famille, en tout cas, selon la tradition et selon l'histoire qui est véhiculée, était quelqu'un qui voulait le préserver. Et c'est intéressant parce que c'est pas, tu vois, c'est pas une histoire qui date de 2500 ans, c'est une histoire aussi très réelle. Regarde, quand on aime quelqu'un, à quel point on veut le préserver. Des fois, on veut l'empêcher d'aller voir des choses ou d'aller expérimenter parce qu'on pense que ça va lui amener de la souffrance. Et puis, d'un certain côté, si ça reste stérile, l'environnement que tu crées, ce que tu proposes, eh ben, en fin de compte, la personne que tu ne l'aimes pas complètement parce que tu ne l'aimes pas dans ses contradictions, dans ses ombres aussi, à aller explorer parce que si tu arrives à percevoir ce monde comme vraiment un laboratoire vibratoire émotionnel d'expérience, tout est possible à un certain niveau. Tout est possible parce qu'il n'y a pas de jugement à avoir, c'est une expérience. C'est une expérience. Mais comment l'âme va grandir à l'intérieur si tu perçois le monde de l'âme. Et donc, Siddhartha, à un moment donné, il va vouloir sortir de ces quatre murs de son palais où tout est vraiment jeunesse, tout est beau, tout est frais. Et puis là, il sort de son palais et on a préparé sa sortie. Mais on n'a pas pu tout préparer. Donc, dans des ruelles, il va commencer à voir des êtres qui souffrent de la lèpre, de la maladie, et il va rencontrer la mort. Et c'est là où le questionnement est très intéressant, et c'est pour ça que je dis que l'histoire de Bouddha n'existe pas il y a 2500 ans, on a existé 2500 ans, c'est une histoire qui est en chacun d'entre nous, qui se présente là, ici, maintenant. Et là, il va se poser, mais qu'est-ce que la réalité? Est-ce que c'est ce qu'on m'a toujours fait croire? Ou est-ce que c'est ça, ce monde qui va dépérir? Et puis il demande à son serviteur, mais c'est quoi ça? J'aimerais rencontrer ça. Bah ça, c'est la mort. Mais c'est quoi la mort? Bah, il y a la fin. Et c'est là où il prend conscience de l'impermanence. C'est à ce moment-là où il prend vraiment conscience de l'impermanence. Et là, il va vouloir suivre son chemin. Et c'est intéressant parce que dans cette quête où il sort d'un monde mondain, il va aller à l'extrême. Et regarde sur le chemin spirituel à quel point des fois c'est ce que nous faisons. Hein, on commence à découvrir quelques principes spirituels ou peut-être même ça vaut le coup pour le végétarisme ou puis tout de suite hop, on se lance à fond sans être à l'écoute de est-ce que mon corps en est là ou est-ce que je l'amène tout d'un coup, tu vois, une fois de plus ce mental qui veut imposer quelque chose à un principe organique qui lui a besoin de temps. Et je sais que tu parles beaucoup de ça dans tes formations, comment je suis en contact avec le temps aussi. Hein, il y a le temps chronologique, il y a le temps, mais aussi le temps psychologique, qui est la mémoire, qui crée l'espace-temps et l'illusion du temps. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Donc, je vais quand même poursuivre par rapport à ces quatre neuf vérités qui sont magnifiques. Hein. Pour moi, c'est vraiment un enseignement qui est de chaque instant. Hein. Est-ce Donc, que je peux, excuse-moi, juste vas-y. revenir sur notre cher prince qui sort, qui découvre quand même des choses qui le font vaciller. Très concrètement, il se rend compte des choses qui font peur, qui font mal, en fait, qui sont la vie même, puis il se rend compte de la mort et donc il se rend compte de la vie aussi. Heu et il préfère quand même continuer le chemin, plutôt que de retourner dans son palais. C'est-à-dire qu'il troque, Ouais, hem, le confort ultime et linéaire, la linéarité, contre quelque chose de chaotique. Mais en fait, il se rend compte, en fait, de la non-vie qui est derrière lui ouais, et il se rend compte que c'est beaucoup plus souhaitable la liberté plutôt que le bonheur, hein. Il se dit, enfin, c'est une réalisation, tu vois, que je me suis faite quand même il y a très peu de temps, hein, il me semble, par rapport à cette notion de liberté et je pense que les confinements et la crise qu'on a passée ont mis ça en exergue. C'est-à-dire, la joie, le bonheur, c'est vacillant. La joie et le bonheur, on se le souhaite toutes les 1er janvier du mois, au 31 février. Je te souhaite toute la joie du monde. Et en fait, je trouvais ça complètement débile parce qu'on sait tous que c'est éphémère. Ça peut pas durer. Donc on sait tous qu'on va traverser des épreuves. Moi, je suis le premier à faire des bains de glace et à me dire l'inconfort nous apprend des choses. Et puis la vie est inconfortable par essence ouais, et par nécessité aussi. Et donc, aller contre ça, c'est aller contre la vie. Aller contre la mort, c'est aller contre la vie, et cetera et ce petit prince-là, quand même, lui qui a goûté, un peu du terme au plaisir ouais. et ben, il se dit: «Non, je vais à la liberté parce que c'est là où se trouve l'épanouissement». Mmh. C'est fort quand même.
Bah, ça montre à quel point son esprit atteint une maturité. Mmh. Parce que tant que l'esprit n'a pas atteint cette maturité-là, on va continuer dans les mécanismes qu'on connaît. Et Mmh. c'est pour ça d'ailleurs, on prend un autre grand enseignant, tu prends Jésus qui disait on peut pas mettre du vin nouveau dans les anciennes outres. Généralement, tout ça c'est symbolique, hein. Le vin c'était symbole des enseignements, l'enseignement, hein. Et puis l'outre, c'est ce qui reçoit le vin. Mais Mmh. dans sa phase de fermentation, lorsque tu mets du nouveau vin, il va y avoir une phase de fermentation. Et l'outre qui a vécu, s'il y a des moindres failles, ce qui se passait, c'est qu'il y avait craquement de cette outre, et puis tout le vin nouveau que tu avais mis avec la fermentation se perdait, les enseignements se perdaient. Et c'est intéressant parce que effectivement, c'est ce que vit euh, Bouddha, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a une vie qui s'épanouit en lui, il y a un enseignement qui est en train de lui venir, tu vois, et puis il a envie d'aller expérimenter. Mmh. Et ça va être fort. D'où l'intérêt de voir que ce soit dans la vie de Jésus, de Bouddha ou de tous les grands maîtres ou des uns et des autres qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait? À chaque fois que tu donnes un enseignement, de la connaissance, ça va fermenter en nous. Et qui dit fermentation, si ton corps est pas bien un réceptacle fort, si ta psyché n'est pas forte, tu peux être ébranlé. Et combien de personnes sur le chemin sont ébranlées? Mmh. Parce que ça craquelle de tous les côtés. Et c'est bon signe. C'est bon signe parce que ça veut dire que c'est en train de fermenter. C'est en train de vivre à l'intérieur. L'enseignement est vivant, tu vois. C'est le Mmh. vin qui fermente, c'est un vin qui est vivant. Et donc, ce jeune Siddhartha va effectivement, comme tu le dis, décider de vivre ça. Et là, c'est intéressant parce qu'il va aller à l'extrême, puis il va devenir sadou. Il va complètement aller à l'inverse, plus aucun confort, il va plus se nourrir, et son corps va devenir tellement rachitique qu'à un moment donné, il est près de la rivière, et là, un autre enseignement lui vient, grâce à la vie, d'où son fameux enseignement de la voie du milieu, parce que ça lui vient pas comme ça par hasard. Il y a le bateau qui passe, il y a un fils, un enfant, un jeune qui est en train de jouer d'un instrument, en tout cas il est en train d'accorder son instrument. Et son père lui dit, tu vois, si tes cordes ne sont pas assez tendues, ça ne donnera pas de son. Mais si tes cordes sont trop tendues, elles casseront. Mmh. Et là, c'est exactement ce qu'il a vécu dans cette vie mondaine où ses cordes n'étaient pas assez tendues et voire jusqu'à la vie d'ascèse où c'était trop tendu et la casse pouvait arriver à tout moment. Donc c'est de là lui vient le chemin du milieu et puis ces quatre grandes vérités qui seront éternelles. En tout cas, jusqu'à un certain moment, peut-être que la conscience humaine va basculer sur quelque chose de beaucoup plus beau et un amour beaucoup plus puissant, une lumière plus puissante, mais il y a de la souffrance, première noble vérité, une reconnaissance, il y a de la souffrance. Nous souffrons. Il y a une souffrance. Maintenant, la douleur est inévitable, la souffrance peut être évitable, mais il y a une souffrance, il y a une cause, une origine à cette souffrance, deuxième grande noble vérité. Il y a une voie de cessation, troisième grande vérité. Et le cadeau, le bonus, c'est que la quatrième noble vérité, c'est il y a une voie de libération. On peut s'en libérer, et c'est ce qu'on appelle le chemin octuple. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est nous qui avons les clés. C'est pas un truc, Et oui, 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 et oui, c'est pour ça qu'il parle de la compréhension juste, de la pensée juste, de la parole mmh. juste, de l'action juste, des Tu moyens vois, d'existence justes aussi. tu vois, dans cette voie du milieu, je trouve qu'il y a souvent pas un amalgame, mais une mauvaise compréhension, une méprise peut-être, pour utiliser le mot justement qui est utilisé dans le bouddhisme. Il y a une méprise de ce Ouais, terme-là, de la voie du milieu, où on pense qu'il faut rester dans un ventre mou pour que ça advienne. Où la bonne chose, c'est justement de viser entre les 2. Je préfère le terme de juste, je préfère que tu as employé juste après, de justesse. oui, C'est-à-dire, parfois c'est approprié d'aller dans l'extrême ou d'aller fortement dans une chose. Parfois c'est approprié de freiner fortement ou d'accélérer fortement. Et la voie du milieu, on a l'impression que c'est la voie du mou, c'est la voie du douillet, c'est la voie ni chaud ni froid, c'est la voie du, tu vois ce que je veux dire? oui, Hem et c'est et une incompréhension. et alors que la justesse, ce terme de justice, de juste, qui est repris par les stoïciens, par Marc Aurèle ou par d'autres chez les Romains et chez les Grecs, ils se disent ça, hein, ils disent vraiment: «En tout temps, demande-toi simplement si c'est juste».
Si c'est juste, et il n'y a pas d'autres questions à te poser. Donc ouais, très partisan de cette fameuse joie du milieu. Sur beaucoup de mes casquettes et de mes t-shirts, il y a le kanji du Japon, tu sais que j'ai vécu au Japon. Ouais. Et la voie du milieu, vous imaginez un rectangle à l'horizontale comme ça, et qui est barré d'un trait, qui coupe au milieu. Et ça, j'aime beaucoup cette marque-là. C'est le Naka en japonais. Merci pour ces 4 nobles vérités qui sont. Et Rien ouais. que sur ça, on pourrait rester Oh, c'est toute la vie. c'est toute une vie parce que c'est comment je l'intègre au quotidien. Ouais, Moi, je l'intègre au quotidien, c'est ça le plus le plus important. Et important. puis, Bah, cette voie du milieu, c'est comme tu le dis, hein, c'est des moments quand tu es sur l'autoroute et que tu as envie de dépasser un 38 tonnes qui t'envoie ses gaz derrière. Et c'est bon d'avoir un bon accélérateur pour pouvoir doubler d'un seul coup. Et puis, quand tu as besoin de freiner, bah, c'est bon de freiner. Mais mhm. la plupart du temps, sur ton trajet, tu vas rester voilà, à 100, à 130. Et c'est très bien aussi comme ça. Donc, Ouais. la foi, c'est voilà, c'est surtout au bout du compte, c'est comment tu le vis, qu'est-ce que ça t'amène en toi, quelles sont les qualités Mhm. que tu développes en toi. C'est surtout ça, c'est quelles sont les qualités que tu veux faire émerger en toi. Mhm. Et est-ce que c'est l'agressivité, est-ce que c'est le doute, est-ce que c'est toutes ces valeurs qui sont importantes de faire émerger, ou c'est la lumière, c'est être beaucoup plus dans la bienveillance. Chacun y voit ce qu'il a à apprendre. Bien sûr, bien sûr. On avait une question de Flore qui nous demandait, ne serait-ce pas la recherche de la compréhension, la connaissance, plus que la liberté? Quand on parlait de liberté tout à l'heure. Et l'on comprend que la connaissance entraîne la liberté d'être, si l'on est vraiment. Euh, alors, je comprends tout à fait ce que tu veux dire avec cette volonté de comprendre, cette volonté d'acquérir cette connaissance par l'expérimentation. Cependant, sans liberté, ce sera compliqué de le faire. Je pense que si on n'a pas cette recherche première de liberté, euh, ce sera compliqué d'accueillir de la connaissance. En regard de ça, si tu n'as pas de liberté et que tu essayes d'accueillir de la connaissance, là, tu es un peu dans une impasse. Si tu n'es pas libre de tes pensées, de tes mouvements et de quoi que ce soit, acquérir de la connaissance va être beaucoup plus dur, je pense. Oui, c'est une très bonne question, Flore. J'adore ta question. Elle est tellement vaste à la fois, on peut la prendre de tellement, tellement d'angles. Mais d'un certain côté, tu vois, une personne qui n'a pas conscience qu'il est emprisonné, il n'a pas ce désir de vouloir sortir de sa prison. C'est parce qu'à un moment donné, tu prends conscience de quelque chose qui fait que tu vas vouloir chercher peut-être encore plus à acquérir de la compréhension, de la connaissance pour te donner une autre perspective. Et je prends toujours ces 4 étapes d'intégration qui pour moi sont importantes. En tout cas, je les ai appliquées dans mon quotidien. Tu as 4 étapes d'intégration qui pour moi ont sens. La première, c'est que tu es inconscient au départ de ton incompétence. D'accord? Quels que soient les uns et les autres qui sont ici, on a plein de champs d'incompétence. Voilà, j'en ai, moi, c'est la plomberie. Bienvenue au club. Voilà, ça, c'est un grand champ de mon incompétence. Et puis, tant que j'ai quelqu'un pour me faire la plomberie, si tu veux, ce champ d'incompétence ne vient pas tellement à ma conscience. C'est-à-dire, je le prends, je suis incompétent, mais de toute façon, il y a des gens qui sont compétents et j'utilise leurs services. Donc, au départ, tu es inconscient de ton incompétence. Maintenant, comme la respiration, tu as plein de gens qui viennent à un moment donné, soit parce qu'ils ont été à une conférence par hasard, soit parce que le sujet les a interpellés. Et puis tout d'un coup, on va faire quelques exercices de respiration et ils vont se dire, waouh, mais là, je me rends compte que j'étais incompétent dans ce domaine. Donc là, la deuxième étape d'intégration, c'est celle où tu passes, où tu es conscient de ton incompétence. Et ça, elle est essentielle. Cette phase, elle est essentielle parce que c'est cette phase où tu deviens conscient de ton incompétence que tu peux atteindre la liberté. Tu vois, Mhm. c'est parce que tu prends conscience qu'il y a quelque chose qui t'entrave dans la vie, qui te freine, quelque chose qui te conditionne, qui te limite, qui te restreint, jusqu'à un certain niveau, parce qu'auparavant, ça ne te dérangeait pas. Mais c'est parce que tu as eu une certaine connaissance, compréhension. Donc ça fait des déclics de liberté, mais c'est toujours pareil. C'est le chien qui se mord la queue, tu vois. C'est ou l'œuf et la poule. Donc la deuxième étape qui est essentielle, c'est je deviens conscient de mon incompétence. Mais là, maintenant, va être la troisième étape, encore plus subtile, c'est que je vais mettre de la conscience pour acquérir la compétence. C'est-à-dire, quelle que soit mon incompétence qui m'entrave, qui me limite, qui me rend pas libre, eh ben, je vais m'affranchir maintenant. Donc, en t'affranchissant, qu'est-ce que tu vas faire?
et ben, tu vas mettre de la conscience. Soit tu vas venir faire un stage sur la respiration, soit tu vas suivre les enseignements de Pierre, soit tu vas prendre un livre qui va t'amener d'autres compréhensions, etc. Mais d'un certain côté, tu vas mettre en place l'action juste, tu vois. Quand tu as la compréhension juste, que tout change, que tout est impermanence, que tout est possible de revisiter, tu vois. La pensée juste va venir, la parole juste va venir, l'action juste va venir. Donc tu vas mettre de la conscience pour acquérir ta compétence. Et après, tu as une quatrième étape qui est quand tu as mis assez de conscience pour acquérir ta compétence, une fois que la compétence est intégrée, tu deviens inconscient de ta compétence. C'est-à-dire que ça se fait automatiquement, comme aujourd'hui s'attacher les lacets, on se rend pas compte, mais quand on est enfant, même marcher debout, on se rend pas compte. Mais quand, justement, dans nos séminaires de formation auprès de mon école Natara Shadana Yoga Studies, lorsqu'on aborde l'aspect postural, c'est un principe qu'on amène avec ma collègue Julie Théron. C'est un principe qu'on amène. On refait vivre le fait de pouvoir être allongé et le fait de se mettre debout, tout un processus. Et quand tu t'aperçois du processus de l'état de conscience, d'éveil, d'apprentissage que l'enfant de bas âge a dû prendre comme étape pour ne serait-ce que de se lever et se mettre debout et tenir debout, c'est tout un processus. Aujourd'hui, tu te lèves, tu marches, tu vas à ton travail, tu ne reviens plus sur les étapes qui t'ont amené à te tenir debout, tu vois. Donc à un moment donné, il y a la quatrième étape. Et c'est là où tout le travail qu'on fait, justement, Pierre, bah, ça donne l'importance. Parce que tu vois, il manquerait quelque chose. Parce que généralement, on s'arrête là. Tu deviens Mhm. inconscient de ta compétence. Et puis, tu as une compétence inconsciente, hein. Tu l'as fait naturellement, c'est devenu ta seconde nature. Mais le problème, c'est qu'il manque quelque chose là-dedans, tu vois. D'où la méditation, d'où le principe de la compréhension des principes de méditation sont intéressants. C'est que maintenant, marcher est devenu une compétence inconsciente. Il y a plein de choses. Mais quand tu remets de la conscience dans ton acte de marcher, ça devient de la pleine conscience. D'où la cinquième, qui n'est pas une étape, mais c'est le bonus, c'est le cadeau. Comment je peux revivre ou comment je peux vivre ma vie avec pleine conscience. C'est ce qu'on appelle Turiya. C'est ce qu'on Mhm. appelle l'attention juste. La C'est con- fort parce que merci pour ces 5 étapes qui sont clés, et qui sont claires en plus, tu vois? Qui sont, compréhendables et entendables par tout le monde et je pense qu'on l'a tous vu et on Ouais, en revient toujours à la même chose. On est trompé par l'esprit, premier esprit qui voit des synthèses partout, un moment de colère comme tu as dit, un truc unique, des habituations, des habitudes qui, si on prend pas le temps de les éclairer avec notre esprit, cette qualité de l'esprit qui est inaliénable, c'est-à-dire penser à lui-même, il est capable d'éclairer. Voilà, il est éclairant. Ça, on pourra mm, pas, c'est comme un soleil. Voilà. Si on prend pas le temps d'éclairer ces processus de l'esprit qui enchaînent les choses de manière automatique, quoi, hein, on vit dans une espèce de forme d'impression de synthèse, comme vous repensez à un moment de colère, c'est un moment de colère complet, quoi. C'est-à-dire de A à Z, il y avait rien d'autre. Et si vous y réfléchissez pas, vous êtes pris dans cet engrenage-là, sans aucune réflexion, quoi. Et tous les autres moments de la vie s'enchaînent comme ça, et puis on arrive sur son lit de mort, on dit: «Merde, c'est déjà fini!» C'est déjà la fin, là? Je suis déjà arrivé à la fin du niveau, il y a pas moyen de faire marche en arrière? Ah non, il y a personne derrière, c'est pas possible. Et malheureusement, faudrait qu'on tire les enseignements de tous les discours des gens qui sont sur leur lit de mort, qui nous disent: «J'aurais dû passer plus de temps à rigoler, à m'amuser avec les gens que j'aime, j'aurais dû moins travailler, etc., etc. Et ça, on n'en tire pas des bonnes leçons. Et la bonne nouvelle de la chose, c'est qu'il suffit de prendre le temps d'y réfléchir, que ce soit l'esprit qui, grâce à ces mécanismes, c'est ça où c'est fort, c'est que le trésor à découvrir, c'est l'outil lui-même. C'est-à-dire que c'est grâce à l'outil de l'esprit qu'on va dévoiler ce qui se cache, les mécanismes de l'esprit. Et en faisant ça, il y a une clé vers l'épanouissement. Donc c'est bien, tout est en nous, on a déjà tout, c'est le potentiel, hein, c'est le festival du potentiel humain, donc de toute façon, c'est un potentiel. exactement. Il y a déjà tout qui est là. Euh, encore faut-il, j'aime beaucoup cette image du bouddhisme, encore faut-il nettoyer l'écharpe, c'est-à-dire que l'écharpe Ouais, magnifique tissée de fil d'or est là, mais elle est pleine de boue. Bon, donc on la voit pas, il y a juste la boue. Mais si on prend du temps à l'enlever, la boue, à la nettoyer, etc., on découvre vraiment cette écharpe qui est en nous.
Enfin, cette magnifique écharpe qui nous symbolise. Ouais. Euh, J'aimerais rebondir sur ce que Flore partage ouais. en disant, même s'il semble que nous sortons de notre zone de confort. Oui, on peut toujours concevoir le fait de sortir d'une zone de confort, mais le problème du mécanique de sortir d'une zone de confort, c'est que quand c'est trop inconfortable, après tu vas vouloir revenir dans ta zone de confort. En ce qui Mhm. me concerne, je suis beaucoup plus je savoure beaucoup plus cette notion d'aller explorer comment je peux donner de l'expansion à ma zone de confort. C'est-à-dire que tu sors pas de ta zone de confort, mais tu vas lui donner une expansion, une expansion, une expansion, une expansion, où tu englobes de plus en plus des inconforts. Et puis par rapport à ce que tu partageais, Pierre, c'est super intéressant parce que c'est tout le travail aussi que tu mets en place et tout le travail de la recherche de la naturopathie, c'est en fin de compte d'enlever les toxines, d'enlever parce que le mental, c'est lié. Plus notre corps est surchargé de toxines, plus ça va affecter la perception des sens. Plus nos sens vont être complètement. Et c'est là où la notion d'illusion est intéressante dans le bouddhisme ou dans le védisme ou dans le Vedanta. C'est c'est intéressant parce que tu vois, il y a une image qu'on prend souvent par rapport à cette notion d'illusion. C'est par rapport à une corde. Il y a une personne, tu vois, ces deux personnes, ils sont en train de se promener en forêt. Et il fait déjà sombre, hein, il fait déjà sombre, mais ils ont très peu de moyens de s'éclairer. Et puis tout d'un coup, ils rencontrent un serpent. Et là, ils sont complètement coincés, ils peuvent pas avancer parce que c'est un gros serpent. Et là, ils avancent pas, ils sont complètement tétanisés. Et il y a une troisième personne qui arrive avec une grosse torche. Je dis, qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, non, non, on n'avance pas, il y a un gros serpent. Il y a un serpent ici, j'en ai jamais vu. C'est assez bizarre. Et là, il tend sa torche pour voir effectivement le serpent et on s'aperçoit que c'est une grosse corde. Et c'est un peu ça la notion de l'illusion. Et ce qui nous arrive, c'est que le mental prend souvent des choses qui ne sont pas réelles. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de la réalité et de l'illusion dans le bouddhisme ou dans la tradition Vedanta. C'est comment je peux clarifier ma vision, comment je peux avoir une vision complètement différente qui fait que je suis en accord avec ce qui est juste à l'instant. Et plus tu vas nettoyer ton corps, plus tu vas nettoyer les toxines, plus ton esprit va être clair, plus il va voir les situations telles qu'elles sont. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que on peut pas dire que le serpent n'a pas eu une certaine réalité pour ceux qui l'ont vu. Il y avait une certaine réalité, mais il n'y avait pas d'existence du serpent. Mais dans le mental de la personne, il y avait une certaine réalité. Et c'est ça qui est intéressant lorsque on arrive à vraiment aller un peu plus profond dans l'expérience de nous-mêmes. On va laisser tomber toutes ces illusions, toutes ces fausses réalités, justement, pour être avec ce qui est juste à cet instant. Mais regardez à quel point des fois c'est difficile d'être juste sans avoir des jugements, des pensées, des préjugés. Et donc Mhm. j'adore le projet du festival potentiellement, j'adore, parce que c'est tout ça qu'on va aller explorer ensemble. Exactement. On va essayer de mettre de la lumière et tu vois, je suis très content de t'avoir parmi nous parce qu'on va avoir des gens qui représentent le côté sportif, tu vois, dans le potentiel humain, on entend tout de suite bah, que peut le corps, tu vois, des exploits, etc. Je pense à David qui est un champion paralympique, tu vois, Oui, oui, multimédaillé aux Jeux paralympiques. Donc là, il y a une force de résilience mentale, physique, etc. Je pense à mon ami Slim qui est l'expert en mouvement. C'est-à-dire, il fait des choses avec son corps, aussi bien au niveau de la force que de la souplesse, que de la mobilité, qui sont incroyables. Aussi du rythme, tu vois, parce que c'est un danseur. C'est incroyable ce qu'il fait avec son corps. mm, Euh, des interventions qui vont être plus philosophiques. Et puis, des interventions comme la tienne qui vont être... bon, moi, ce sera plutôt du côté scientifique, tu vois, l'approche que j'aime, qui fait toujours un lien quand même avec... J'essaye au maximum avec la sagesse, parce que sinon, ça n'aurait pas trop de sens. Et puis, des approches qui, toi, qui est ancrée dans le 2023, fait un lien avec les traditions. ouais. Et, euh, et tu vois, la question que j'avais préparée, qui était en fait la première, c'était pourquoi une tradition orientale ancienne pour répondre à des questions occidentaux modernes? Il y a un livre, tu vois, que j'ai commencé sur le bouddhisme qui dit bien ça. Il dit le bouddhisme, vous savez, il n'y a que 1 million de bouddhistes en France et seulement 200 000 sont français. C'est-à-dire les autres, c'est d'origine indienne, etc. Ce qui est rien, c'est peanuts, tu vois, c'est vraiment rien du tout, quoi, comparé aux autres traditions. Euh, et pourtant, Bouddha est très connu, mais mal compris. C'est-à-dire, on le connaît, mais en fait, on comprend rien. Euh, Tu peux voilà, trouver une de ces statues dans n'importe quel supermarché. voilà, c'est ça. Et pourtant, l'enseignement du Bouddha, bon, le dharma,
tout le monde tape à côté, quoi, hein, tu vois? Ça a été, véhiculé et ça a émergé dans une société qui est à l'autre bout de la planète, Mmh. il y a 2 500 ans et ça devrait nous aider à répondre à des questions de maintenant, alors qu'on était vachement loin, tu vois? Et pourtant c'est vachement clair, pourtant c'est vachement pertinent. Comment ça se fait ça? Ah! Parce que ça revient à la même, au même principe que dont on parlait au tout début, cette notion de non-dualité. Le 2 n'existe pas. Et comme l'Orient et l'Occident n'existent pas d'un certain côté. C'est des visions qu'on a données, nous, en tant que sur des personnes avec des modes de fonctionnement. Mais si tu observes, qu'est-ce qui change réellement? Des fois, c'est les coutumes. Les coutumes changent, la langue va changer. Quoi d'autre encore? Peut-être les rituels changent. Tout ça sur toute la planète. Mais malgré tout, l'être humain reste l'être humain. Il va devoir faire face à ses émotions. L'émotion, le mental de l'être humain reste un mental d'être humain. Tu vois, pris dans ses doutes, pris dans ses croyances limitantes, pris dans ses concepts, pris dans ses préjugés, pris dans ses jugements, pris dans ses limitations. Donc, d'un certain côté, le mental reste le mental. La conscience reste la conscience. Tu vois? Mmh. Je donne toujours l'exemple de la Lune. On dit, oui, il y a la nouvelle Lune, il y a le quart de Lune, il y a la pleine Lune. Je dis, non, tout ça, c'est une illusion. La Lune a toujours été pleine du début jusqu'à la fin. Par contre, c'est simplement l'illumination que tu vois de cette Lune, de toi, de ton positionnement sur la planète Terre, qui fait qu'il va y avoir une nouvelle Lune, un quart de Lune, une demi-Lune, et puis une Lune. Mais la Lune n'a jamais eu un quart de Lune, un demi-Lune. La Lune est toujours pleine. Mmh. Donc, je dirais que, tu vois, par rapport à ta question qui est très intéressante, c'est parce que d'un certain côté, les gens se leurrent par rapport à ce qu'ils voient. T'aimes les histoires, non? Ah! Moi j'attendais que tu me poses ce genre de questions. Un conte. Déjà on a eu un peu un mini conte avec l'histoire du serpent et de la corde, mais C'est ça me vrai. suffit pas. Moi il me faut un truc plus costaud quand même. Là, c'est plus une histoire rigolote d'un, d'un caractère iranien qu'on appelle Mullah Nasruddin. Mullah Ah Nasruddin, bah oui, Nasruddin, beh oui, oui, bien sûr. Nasruddin. Et puis, tu sais, il y avait les salons de thé où il philosophait, etc. Et puis un Mmh. jour, il y a Mullah qui arrive, qui dit, ça y est, j'ai trouvé. Et puis tout le monde dit, mais qu'est-ce que tu as trouvé, Moulin? Ah, ça y est, j'ai trouvé. Mais qu'est-ce que tu as trouvé? Il dit, bah, la Lune est plus importante que le Soleil. La Lune est plus importante que le Soleil. Pourquoi la Lune est plus importante? Bah, c'est simple. La Lune, elle éclaire pendant qu'il fait nuit. Le Soleil, il éclaire pendant qu'il fait jour. Ah, il est toujours très, très bon ce Nasruddin. C'est excellent. Allez. Parce que c'est très profond. C'est très Ouais. profond. Tu Mmh. vois, combien de fois les gens s'arrêtent sur ce qu'ils perçoivent à travers les sens, tu vois? C'est Mmh. la connaissance erronée à travers les sens. Mmh. C'est des principes et dans la tradition, védique, on parle des panchaklesha, les 5 types de souffrances, hein, donc je vais pas trop rentrer là-dedans parce que je vois que le temps a déjà bien avancé, mais c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit que ces panchaklesha, ces 5 souffrances qui sont l'ignorance, ne pas comprendre le système d'impermanence, c'est ça l'ignorance, ou les problèmes d'identification, à chaque fois que je m'identifie, ou les désirs maladifs, ou Mmh. les aversions, ou la peur de la peur qu'on appelle la binevesha. Tous ces principes de souffrance, en fin de compte, on s'aperçoit que tu te retrouves à n'importe quelle pointe de la planète, tu resteras avec ton mental. Mmh. Et Donc, n'importe quelle époque. et le temps n'existe pas à travers ça, parce que le mental, les coutumes, les cultures, les civilisations changent, mais comment nous traverserons et comment nous sublimerons le mental avec la conscience, c'est peut-être le challenge Mmh. aujourd'hui. Donc oui, toute personne, tout être qui amène belles, des beaux principes de compréhension pour évoluer, pour nous permettre de grandir, pour progresser au niveau de l'âme, et ben c'est toujours bon à prendre. Et Mmh. d'ailleurs, c'est intéressant que des fois, tu vois, on se pose jamais un problème par rapport à une pizza. Tu vois, tu peux manger, même si t'es pas italien, tu vas manger une pizza. Même si t'es pas chinois, tu vas manger ou japonais, tu vas manger des sushis, et tu te poses pas des questions. Mais des fois, les gens, quand on parle de sagesse, tout d'un coup, ça leur vient problématique de se dire, ben non, c'est une sagesse qui est pas de ce pays. Ouais. Bon, Jésus n'était pas français, hein. C'est pas faux, c'est clair. Voilà. Et tu vois, je lis un livre en ce moment qui est passionnant, qui est un grand classique pour ceux qui connaissent. C'est écrit par Schrödinger, qui est un des pères de la physique quantique, Mhm. qui était, très versé donc dans l'étude, des sciences et de la philosophie. C'était aussi un philosophe
Et ce monsieur était traduit par Michel Bitbol, qui est donc l'une des personnes que j'ai citées tout à l'heure, qui est vraiment l'un des plus grands chercheurs en neurosciences et en sciences cognitives et en phénoménologie. Et ce livre s'appelle L'héritage des Grecs, je crois, ou la philosophie grecque, quelque Hmm. chose comme ça. Et dans l'introduction, vraiment au début du livre, il nous parle qu'au même moment sur la planète Terre, il s'est passé la même réalisation, plus ou moins, Démocrite et Héraclite en Grèce. On a eu Confucius, Lao Tse, etc. en Chine. On a eu Siddhartha Gautama. Et tous, c'est à peu près, hein, le 6e siècle avant Jésus-Christ, environ. Au même moment, et ils ont pondu des textes qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait, en fait, du sujet pensant quand on étudie l'être humain? Et moi, ça m'avait sorti cette phrase que j'avais fait un post là-dessus, c'était combien de temps encore l'être humain va-t-il oublier l'être humain de son étude de l'être humain? C'est-à-dire, on étudie des mécanismes sans penser au sujet pensant qui étudie même les mécanismes, tu vois? On l'inclut jamais dans la boucle. Ouais, Et ça, c'est très symptomatique de l'approche occidentale. C'est-à-dire, on étudie le vivant ouais, dans des éprouvettes, en c'est pensant jamais il y a un contexte, tu vois. Et on citait ça avec qui déjà? Avec Jérémy, mon ami Jérémy dans son podcast, Jérémy Coron. Tu sais, on étudie souvent malheureusement les mammifères dans des cages et en laboratoire pour voir les comportements et on teste les addictions. On teste le sucre, on teste la cocaïne, on voit lequel est le plus puissant, etc. Et on dit souvent, ouais, voilà, vous faites tester la cocaïne, vous créez une addiction auprès du rat ou de la souris, il va tout le temps aller la chercher. Le sucre, c'est pareil. Il va tout le temps y retourner, il va tout le temps la demander, il devient fou. Il devient complètement addict. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en milieu naturel, l'addiction ne se crée pas. C'est-à-dire que vous mettez de la cocaïne, en milieu naturel, proche du terrier, du rat, il va aller la goûter peut-être, mais après il va continuer sa vie, tu vois? Il ne deviendra pas addict. vrai. Donc on a oublié le fait même que m'être placé dans une cage, dans un laboratoire, crée un environnement qui va faire naître l'addiction. Ça, on l'oublie complètement. On étudie les phénomènes comme si c'était des épiphénomènes, C'est en ça. oubliant l'interconnexion entre tout, le tout. Et c'est pareil pour nous. Donc, toutes nos analyses scientifiques, nos études scientifiques, où on prend des cohortes de gens, on les met dans des laboratoires C'est pour voir clair, leurs réactions, tu vois, et on leur c'est tire des clair. plans sur la comète. Ou on leur fait prendre des compléments alimentaires, ça réagit comme ci, comme ça. Ouais, mais on n'a pas pris en compte le fait que vous les avez mis dans une pièce toute blanche, avec des gens en blouse blanche. Ça, c'est vachement anxiogène. Et donc, vous avez complètement truché l'expérience, tu vois. C'est clair, c'est On clair. oublie l'être humain dans l'histoire. Enfin bref, voilà. Non, mais c'est Continue. intéressant parce que, tu vois, effectivement, 600 ans, bah, tu vois, Patanjali, il est venu pareil 600 ans avant le Christ, l'essentiellement de Patanjali. Et il y a un sage qui disait, c'est très intéressant, en fin de compte, tout a déjà été dit. Mais comme il y avait personne pour entendre, il faut revenir. Mais ouais, mais c'est fou, quoi. T'as des écrits quand même de gens incroyables qui nous ont pondu des livres à la fin de leur vie. Tu vois, je pense à Einstein, je pense encore une fois à Ouais, Schrödinger, je pense à plein. Et les titres des livres, si tu les regardes, vraiment dans les 5-10 dernières années de leur vie, quand ils atteignent le point culminant de leur sagesse, tu vois, c'est souvent qu'est-ce que la vie? Pourquoi vivre? Des trucs qu'on et on ne lit pas ces livres. Alors que c'est quand même des gens, on se dit, mais si j'avais la chance, maintenant, je dialoguais avec une personne comme ça, ouais, eh oui. je donnerais tout l'or du monde, tu vois. Si je pouvais faire comme on fait des interviews, nous, sur Internet. Imagine, tu peux interviewer Marc Aurèle, les empereurs de Rome, ou des trucs comme ça. Tu dirais, mais punaise, mais j'ai sans doute vachement de trucs à retirer. Mais ils nous ont donné les livres. Et on les lit pas. Enfin, C'est clair, c'est clair. Et c'est vrai que Einstein, on peut parler d'Einstein avec cette notion du Big Bang, etc. En fin de compte, c'est une farce. Le terme Big Bang est venu par mhm, rapport à l'émission radio après. Mais le principe, en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est que Einstein, il était l'ami d'un Autrichien qui a commenté, qui a traduit les Védas, les textes traditionnels védiques. mhm, Et puis donc dans de ces grands textes qu'on appelle le Rig Veda, et une partie de ces textes qu'on appelle le 10e mandala, ils décrivent justement le principe de la création de l'univers d'une façon poétique, magnifique. Et c'est vrai que tous ces grands êtres, Einstein, tout ça, c'était vraiment des chercheurs, donc ils prenaient le temps d'aller explorer, ils échangeaient entre eux, et cette émulation qui fait qu'ils ressortaient encore plus de connaissances, de savoir.
Et c'est vrai que c'est chouette de Ouais, c'est tout le voir. projet du festival, hein. Ah Il y ouais, bah, avait, au moment où il y a eu cette émulsion dans la physique quantique, entre Einstein, Bohr, Schrödinger, tous les grands, il y avait ce qu'on appelait les congrès Solvay. Ils se retrouvaient tous là et ça faisait la une des journaux et ils mmh, passaient plusieurs jours à échanger, tu vois? Et c'est ce qu'on va faire le 20-21 mai. C'est ouais, vraiment ce que je veux créer, tu vois? C'est, des rencontres entre des belles personnes et où on et même les gens qui viennent, tout le monde, hein, on échange, on dialogue, on philosophe, on pratique autour de tout ça. Donc venez nombreux au Festival du potentiel humain, ouais. vraiment. Mmh, mmh. Euh, Je profite que tu lises les questions. ouais, Peut-être, Pierre, si tu voilà, effectivement, j'aimerais, partager le fait, des 4 sagesses du yoga pour ceux qui veulent, aller explorer un peu plus, toute cette connaissance, de Patanjali, de tous ces sages. Voilà, ils peuvent le retrouver dans mon ouvrage, Les 4 sagesses du yoga. super. Bah oui, je les aime, tes ouvrages. Tu as eu la gentillesse de me l'envoyer quand il était sorti. Euh, magnifique, magnifique ouvrage, bien sûr. Il y a Alexandre qui nous posait une question par rapport à l'intentionnalité. Oui, On va prendre cette dernière question, puis ça fait déjà 1 heure que je oui, ça passe t'attends. vite, hein. En Ça bonne passe compagnie, très le vite. temps passe vite, hein. Ben oui, c'est sûr. Quelle importance donner à l'intentionnalité dans la pratique spirituelle? Dichotomie difficile à dépasser entre le lâcher-prise et l'intentionnalité, n'est-ce pas? Alors, il enchérit après. Quand je parle d'intentionnalité, je fais référence, par exemple, au mental que les champions apprennent à exercer par la visualisation, par exemple. Très bonne question. Très vaste, hein, très vaste, une fois de plus. En fin de compte, ça dépend les termes que nous mettons, derrière, le terme lâcher prise, le terme intentionnalité. Dans la tradition védique, on parle du sankalpa. Sankalpa, c'est quelque chose de très puissant parce que c'est l'intention que tu vas poser avec la conscience que c'est déjà là. C'est sankalpa. Sankalpa, c'est cette conscience. D'ailleurs, si on prend les grands textes, bibliques, ou si tu prends les enseignements de Jésus, par exemple, il dit: «Je suis la porte, je suis le chemin». Mais ce qu'on n'a Mmh. pas compris, c'est qu'on a cru, ou certains pensent, croient, en tout cas c'est leur croyance et je le respecte, personnellement je le perçois différemment. Jésus ne dit pas: «Je suis, moi Jésus, la porte», mais «Je suis et la porte», la conscience du «je suis». Rien ne peut se produire sans cette conscience du «je suis». Et quel que soit ce que vous mettez par rapport à ce que vous croyez être dans la vie, vous le mettez derrière le «je suis». Donc le «je suis» est la porte, le «je suis» est le chemin, la conscience d'être, hein. Le «je suis», c'est la notion de la conscience d'être. Donc l'intentionnalité, Alexandre, c'est une très bonne question, et puis ma vision, parce qu'il y aurait tellement de façons diverses pour répondre à cette question, c'est que, en ce qui me concerne, l'intentionnalité, c'est toucher cette conscience du je suis. Et qu'est-ce que tu veux mettre? Parce que qui dis-tu que tu es? Tu mettras ce que tu veux derrière ton je suis, et tu le sauras, parce que tu l'auras décrété. Hein, dites à quelqu'un, même s'il n'est pas un imbécile, mais traitez-le d'imbécile pendant 6 mois, à un moment donné, il y a de grandes chances qu'il devienne un imbécile. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu mets derrière le je suis, la conscience d'être? Donc, l'intention, tu vas la poser pour qu'est-ce que tu veux mettre? Et quand tu prends ces grands champions, des fois dans le principe de visualisation, ils ressentent, hein, dans le principe, il y a plusieurs personnes, des, des grands philosophes, et même il y a Greg Braden que j'adore, que j'apprécie beaucoup. Greg Braden, il y a Neville Goddard qui a parlé énormément de tout ça et qui donne beaucoup d'outils. Mais la notion d'intentionnalité, c'est vraiment cette notion de qu'est-ce que tu te vois, toi, de toi-même, déjà réalisé, sans faire fi qu'il y a un espace-temps. C'est-à-dire, tu vois, c'est soit tu te considères, par exemple, pauvre, et tu demandes, et tu es dans la prière en disant, donne-moi la richesse, etc. Mais c'est dans un temps futur où tu pars d'un état de conscience où tu es pauvre, mais tu n'es pas dans cet état de conscience où tu es riche. Donc c'est quelque chose de difficile à atteindre. D'accord? Parce que tu ne te places pas à l'endroit même où tu désires aller. Donc, si tu prends le principe de l'intentionnalité, c'est-à-dire que dans cette conscience d'être du je suis, tu poses ton intention avec le remerciement, la gratitude que c'est déjà réalisé. Tu places ta conscience déjà à l'endroit où ça s'est déjà réalisé. Donc, pour le champion sportif, lui, c'est un peu ce qui va se passer. C'est-à-dire que s'il pose vraiment l'intentionnalité, c'est-à-dire il peut, se dire Dieu, aide-moi à gagner, etc. Et ça, c'est tout un processus autre.
Mais si il ressent qu'il a la coupe, qu'il a déjà gagné, qu'il a franchi toutes les étapes, il s'est déjà placé à l'endroit même de son intention. D'accord? Donc le lâcher prise, il est où là-dedans? Ben, le lâcher prise, il est dans la détente. Tu vois, c'est comme si tu vas voir un film. Tu arrives, mais par contre, tu as eu du trafic et tu n'as pas pu arriver à temps. Et on va t'autoriser à voir que les 15 dernières minutes. Donc tu vas voir l'histoire du film. Et même si l'histoire est très très dure, tu sais que la personne va s'en sortir, ça va aller bien pour lui, etc. Donc ça, c'est les 15 dernières minutes. Mais on te dit, tu peux rester pendant la session suivante pour voir quand même l'histoire. Donc, par rapport à la personne qui va s'asseoir à côté de toi, qui n'a pas vu la fin, il va y avoir un stress qui est complètement autre. Toi, tu es dans un lâcher-prise parce que tu sais que ça s'est déjà réalisé. C'est ça. Il est Et là, ton lâcher-prise. Ton ah, lâcher-prise, c'est quand tu as confiance et conscience que ta demande, ton intention, c'est déjà réalisé. Tu ne te préoccupes plus du chemin pour y arriver. Tu sais que ça s'est déjà produit. ah, je te rejoins totalement. Tu te préoccupes plus du chemin à réaliser. Moi, je rajouterais, tu te préoccupes plus du chemin que tu as déjà réalisé. C'est-à-dire que le lâcher prise, je le perçois aussi beaucoup par rapport à lâcher les modèles que l'on a en nous, les modèles mentaux, hein, les structures mentaux, les modèles mentaux Oui, on se fait sur oui, soi-même, ces complètement. identités, hein, puisqu'on parle vraiment de la saisie de l'illusion du soi, hein, saisie du soi, on cristallise une identité qu'on veut protéger. Je veux protéger Pierre Dufraisse, tout ce que ça représente, c'est-à-dire le gars qui fait des vidéos sur Internet, le fils de famille, en fait, tout ce que j'imagine de ma propre identité, qui n'est pas vraiment moi. C'est une synthèse de l'esprit, encore une fois, puisque tout est composé, comme on l'a dit, tout est impermanent. Et puis, à part le ici et maintenant, ce qu'il y avait dans le passé, finalement, ça n'existe plus déjà. Mais on se le trimballe, ça, comme modèle. Et tu vois, je vais citer une autre expérience que j'adore. En neurosciences, ça a été fait sur le campus de Stanford ou Harvard, je ne sais plus, le jour des portes ouvertes. Donc, sur le campus, tu as à ce moment-là des touristes, des étudiants, tu sais, en costard, enfin en costard, en costume de Harvard ou Stanford, tu sais, avec l'université qui est écrit en gros. Donc, l'étudiant type, tu le vois à 10 000, tu le vois arriver. Mais il y a aussi des touristes ces jours-là, des familles qui viennent visiter le campus, tout ça. Et l'expérience, donc, elle consiste à piéger un des touristes. Il y a un étudiant, un faux étudiant, quoi, un complice, qui va voir, donc avec le Harvard écrit en gros, donc le touriste, il sait que c'est un étudiant, quoi. Et l'étudiant arrive et dit excusez-moi, je cherche le bâtiment B parce que j'ai une conférence là-bas, mais je sais plus trop où c'est. Et le touriste commence à répondre il dit le bâtiment B, comme ça. Et pendant la réponse, il y a quelqu'un qui passe à une grosse porte. Il y a deux personnes qui passent en trimballant une grosse porte, tu vois, comme ça. Et pendant un court instant, le touriste voit plus l'étudiant. Et pendant ce court instant, il switch de place l'étudiant, et là, c'est une autre personne, tu vois. Mais toujours avec écrit Harvard, hein, le même pull, quoi. Et les personnes avec la porte passent, le touriste retrouve son interlocuteur, mais qui a vraiment changé, quoi. C'est une autre personne. Et bien, il continue son explication comme si de rien n'était. Comme ça. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que les modèles que se fabrique le cerveau, Ouais, c'est clair. en changer, c'est coûteux. En changer, c'est une augmentation de l'entropie. Donc, grosso modo, c'est coûteux en énergie. Si ça vaut pas le coup, tu vois, parce que grosso modo, sur le campus de Harvard, les étudiants avec un pull de Harvard, un peut remplacer un autre, ça nous impacte pas à notre niveau. C'est pas grave. Donc le cerveau ne change pas de modèle. C'est coûteux pour le cerveau de changer de modèle. Et donc, je reprends, en fait, la phrase, la question d'Alexandre par rapport aux champions me fait penser à deux grands champions, surtout un qui s'appelle Matt Fraser, un autre qui s'appelle David Goggins. Matt Fraser, c'est dans le CrossFit, qui disait, pour gagner, il a fallu que je me tue moi-même, que je tue la personne que j'étais. Je casse le modèle que j'avais en moi et que je me dise, je suis déjà le champion. Je suis déjà le champion. Et que j'arrive avec cette mentalité-là dans les compétitions. Et c'est exactement tout ce que tu viens de nous dire. Ouais, Vraiment, par rapport ouais, à... ouais, c'est beau. Ouais. Et beaucoup témoignent de cet état d'esprit, hein. Bon, les amis, Waouh. c'est ça inaugure du très bon pour notre festival. 20-21 000, les amis, Pont du Gard. Alors, comment faire pour nous aider? Partagez au maximum cette vidéo sur les réseaux. Le lien qui est en défilement là, c'est donc www
festival-potentiel.humain.org. Vous avez tout le programme, la billetterie, quand va intervenir Steph, quel chant il va nous faire, quelle méditation il va nous faire, qui sera là en plus de Steph. C'est dans le sud de la France, il va faire beau, ce sera le mois de mai. C'est devant le pont du Gard, qui est un site classé à l'UNESCO. Enfin, on coche toutes les cases, bref. Venez nombreuses et nombreux, vraiment. Il n'y a pas forcément à se poser de questions. Hein. C'est important de C'est vivre clair, ce moment ensemble. c'est clair. Ne serait-ce que pour l'impact sur la conscience collective de se réunir dans un environnement, un espace bienveillant, c'est waouh! Rien que ça, c'est Ouais, non, clairement. important. Un grand merci, mon Steph, vraiment. Merci à toi, Pierrot. Merci, merci. Puis merci à vous. Merci pour toutes ces belles questions des uns et des autres. C'est clair, merci. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais Noé, Alexandre, tout le monde, JC, Natacha, merci. Merci d'avoir été si nombreuses et nombreux. À très vite, parce qu'on va enchaîner hein, sur Verisme TV les interviews et sur l'Instagram aussi des intervenants. Après Steph, il y en aura d'autres. Et on va se régaler encore longuement. Et puis, 20-21 mai, rendez-vous à tous. Bon après-midi, mon Steph. Ouais, Ciao tout le monde. merci. Bye bye.